Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce jeudi matin est Joannick Martin. Il est délégué municipal du parti Horizon à Saint-Brieuc et il est avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, tout d'abord, excellente année à toute l'équipe de Bretagne 5. Voilà. Et meilleurs vœux, en effet, c'est encore la saison, jusqu'au 31 janvier, on a le droit de faire les vœux. Alors nous allons parler de politique et peut-être faire un vœu de clarification, car en ce moment, il faut bien le dire, la situation est complexe. Au niveau politique, pas de majorité précise à l'Assemblée nationale, un nouveau gouvernement, celui de François Bayrou, qui a fait sa déclaration de politique générale avec, on peut le dire, beaucoup d'orientation, on va en dire un mot tout à l'heure, mais aussi déjà la motion de censure déposée par LFI, motion de censure qui ne sera peut-être pas votée aujourd'hui, en tout cas pas par le Rassemblement national et peut-être pas par le Parti socialiste. On devra en savoir un petit peu plus dans les prochaines heures. Est-ce qu'il y a un espoir que le gouvernement Bayrou finalement se maintienne ? Oui, il y a un espoir. En tout cas, on est sur une journée importante aujourd'hui. On est dans la suite logique d'une succession de crises qu'il y a depuis un certain nombre de mois maintenant, voire on va bientôt parler en nombre d'années. On a eu une crise politique à la suite des élections européennes, donc en juin dernier, qui a mené à la dissolution. On a une crise institutionnelle, puisqu'en fait, la Ve République est taillée pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui permet de débloquer un peu les situations. Et là, c'est pas le cas. On est sur un équilibre des forces politiques, ce qui mène à des impasses et ce qui a mené à la motion de censure qu'on a connue donc cet automne. Et donc là, est-ce qu'on est dans une répétition de la situation qu'on a eue à cet automne ? En tout cas, je pense que les Français, eux, en ont un petit peu marre de cette situation. Il y a des impacts concrets sur le quotidien et il faut que cette situation se débloque aujourd'hui. Et donc, s'il y en a qui ont les clés de ce déblocage, il faut vraiment qu'ils puissent l'activer aujourd'hui. Voilà, alors moi je ne vous répondrai pas à la question, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont les clés de déblocage, mais en tout cas, le blocage politique et le compromis, en tout cas le blocage politique, il a et le compromis ne fonctionne pas finalement. Alors jusqu'ici, il ne fonctionne pas parce que des forces politiques qui étaient opposées autrefois, en fait, se sont posées un certain nombre de frontières, de lignes rouges, de points à défendre ardemment. On peut les comprendre. C'est aussi le sens d'un parti politique de défendre des positions durables et fermes. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dépasser ces lignes rouges pour trouver des compromis, pour débloquer cette situation. C'est pour ça qu'à Horizon, Édouard Philippe parle de lignes claires et pas de lignes rouges, c'est-à-dire donner un cap sur ce qu'on veut et non pas se positionner par rapport aux autres en disant là, de toute façon, nous, on bloquera. Alors justement, c'est un peu le problème actuel. La droite ne veut pas entendre parler des propositions de la gauche, qui elle-même ne veut pas entendre parler des propositions de la droite. Le Rassemblement national est là un petit peu en arbitre, et on a le sentiment qu'au centre, c'est difficile, j'allais pas se dire, de retrouver ces petits moutons. Est-ce que justement là, un parti comme Horizon peut faire la différence et peut apporter une vue différente, justement, qui pourrait peut-être arriver au compromis, à la discussion. Est-ce que c'est actuellement un petit peu la ligne d'Horizon, si je puis me permettre ? Oui, ce qui est clair, c'est que Horizon alerte les partenaires politiques du bloc central, et ce bloc central est tendu donc à LR et pour moi, naturellement étendu au Parti socialiste, sur le fait que si il y a cette recomposition, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre les différents partis politiques, c'est la stratégie derrière de LFI, du RN, des partis extrémistes qui sont là dans une certaine stratégie du chaos. Est-ce que ça leur convient bien, en fait, en période pré-présidentielle? Ils font leur campagne et ils ont tout intérêt à tendre le discours, à exacerber les clivages. Et Horizon propose une voie où on ne miserait pas forcément sur les désaccords, mais on essaierait de prioriser sur les possibilités d'accord sur certains sujets. Et il y en a. Évidemment, si on veut travailler ensemble, on regarde d'abord sur les sujets sur lesquels on est d'accord. Si
on cherche à tout prix à être les uns face aux autres, eh bien oui, on va rester bloqué sur des sujets où on n'est pas d'accord. Et il y en a un en particulier, il me semble. Alors oui, il y a la réforme des retraites. On va en dire un mot, je vous rassure, Jean-Nic Martin. Juste pour bien comprendre, on peut imaginer que Horizon se rapproche effectivement du Parti socialiste qui, depuis quelques jours, voilà, il y a une forte tension, on l'aura compris, entre le Parti socialiste et les filles, qui pourrait d'ailleurs peut-être aboutir à une forme de scission au sein du nouveau Front populaire. Est-ce que ça peut être, alors je mets tous les guillemets qui s'imposent, mais profitable justement pour débloquer la situation? Alors, c'est pas vraiment un rapprochement avec le Parti socialiste. Ce sont quand même des tendances qui sont différentes, des tendances politiques avec des orientations différentes. Maintenant, c'est, je pense, une nécessité. C'est vraiment une urgence, en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, c'est laisser la porte, justement, aux partis extrémistes de prendre le pouvoir, en fait. On y est vraiment pas loin, voire même d'arriver dans une certaine crise de régime où il y aurait une défiance des électeurs, même envers la Ve République. Donc là, il y a vraiment... On n'en est pas loin, finalement. Il y a vraiment une nécessité, là, aujourd'hui, à s'accorder. Donc c'est pas vraiment un rapprochement, mais c'est de la responsabilité, en fait, de la responsabilité. Justement, les électeurs, vous le disiez tout à l'heure en commençant, Jean-Nic Martin, les électeurs, les Françaises et Français, ils sont un peu fatigués de cette situation où il n'y a pas de visibilité. Alors à côté, il y a une colère très sourde, on le voit avec les différentes élections de ces derniers temps, et la montée du Rassemblement national, et à la fois il y a un petit ras-le-bol finalement de cette situation où on ne voit pas vraiment l'issue. C'est le cas aussi du monde économique. On entend beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui disent « moi, je bouge pas, j'attends ». Oui, parce que en fait, l'instabilité a un impact concret sur le budget de la France. Le budget de la France, c'est le budget des collectivités. C'est les aides aussi qui sont données aux entreprises, les différentes mesures qui pourraient être prises. Et puis aussi, à travers les collectivités, c'est tout le monde associatif qui est dans l'instabilité. Et donc, en fait, on voit que cette instabilité parlementaire, elle impacte derrière tous les acteurs qui ne savent pas, en fait, s'ils doivent prendre un risque, parce que aujourd'hui, investir, ça peut être un risque. Et donc, ça impacte le développement à tous les niveaux en France. On va, dans un instant, évoquer la réforme des retraites, qui est un des points clés j'allais dire, de ces négociations entre les partis politiques et de ces colères aussi. Je voulais juste, à propos justement de ce budget aujourd'hui bloqué, faire un petit point sur quelques... j'allais dire, décisions qui ont été prises. Et il y en a une qui s'est un petit peu détachée, c'est celle de Christelle Morançais, qui fait partie du parti Horizon, qui est la patronne des Pays de la Loire et qui a décidé d'économies drastiques et en fait d'économiser 100 millions d'euros. Hein. C'était ça le but. Et les associations de la culture ont payé cher cette réduction des budgets. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne idée? Est-ce qu'il faut prendre des mesures très drastiques comme elle a pu le faire aujourd'hui? Ou est-ce que c'est peut-être un petit peu exagéré, si vous me permettez le terme? En fait, nous, à Horizon, on veut être honnête avec les électeurs et avec les Français. Et la situation budgétaire en France, elle n'est pas bonne. Et pire que ça, elle pourrait s'aggraver. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des décisions qui peuvent paraître un petit peu sèches, un petit peu fermes. Notre objectif, c'est d'assainir les finances publiques à tout niveau. Là, c'est un peu à marche forcée, voilà, donc admettons-le. Il y a des décisions qui ont du mal à passer au niveau national, et là, c'est au niveau régional, donc pour Christelle Morançais. Son objectif, c'est d'assainir les finances de la région. Elle fait des choix sur quel secteur elle peut faire des économies. C'est son choix, c'est en Pays de la Loire. En Bretagne, je ne pense pas que la même situation aurait été possible quand on connaît justement le tissu associatif, qu'il soit sportif ou culturel, et aussi l'attachement des Bretons à la culture bretonne. Je ne pense pas que ce soit dans ce secteur-là qu'il faudrait faire des économies en Bretagne, par exemple. Et pour le monde sportif, d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'exploit hier soir des Griffons briochins
voilà, qui demandent aussi du soutien. Donc ici à la ville de Saint-Brieuc pour la tribune qui a été ouverte, mais aussi pour la pelouse. Et on voit que là, c'est pour passer des caps niveau sportif, il faut aussi des équipements, il faut aussi de l'investissement et de l'accompagnement des collectivités aux associations. Donc si on veut qu'il y ait des vitrines aussi, que ce soit pour la région ou pour la ville, il faut pouvoir un peu mettre des moyens. Alors les Griffons de Saint-Brieuc, on parle évidemment de foot, voilà, qui ont créé l'exploit. On en a parlé ce matin sur notre antenne. D'un point de vue politique, on a compris qu'ici en Bretagne, le président de la région, Loïc Chenet-Girard, ne souhaitait pas se mettre dans les pas de Christelle Morancet en Pays de la Loire. Donc là, on peut imaginer plusieurs politiques, mais est-ce que ça va être facile à équilibrer aussi? Parce que sur un budget général, sur un budget national, si chaque région prend ses décisions, certaines vont économiser, d'autres pas, on risque d'arriver à un déséquilibre, peut-être même politique, à ce niveau-là. Oui, mais moi, j'ai toujours été persuadé de la responsabilité, justement, et de chaque région, et de permettre à chaque région de prendre ses orientations politiques. Peut-être que la situation est adaptée au Pays de la Loire, elle l'est moins en région administrative de Bretagne. C'est aussi, moi, ce qui m'a fait rejoindre Horizon, c'est cette idée qu'il y a une organisation décentralisée de la France qui est possible. Donc oui, il peut y avoir des différences, il faut les assumer, mais je pense que quand on fait des économies sur certains secteurs politiques, ça permet d'investir et d'avoir peut-être des retours après derrière sur les investissements, sur les frais de fonctionnement, etc. Alors, la loi qui passe pas aujourd'hui, en tout cas aux yeux des Français, d'une majorité de Français et de certains partis politiques, c'est ce fameux projet de loi qui pourrait revenir sur le devant de la scène, en tout cas avec les partenaires sociaux et le gouvernement, c'est la loi sur les retraites. Est-ce qu'il fallait abandonner cette réforme des retraites une fois pour toutes, la modifier, revenir à la retraite à point? Est-ce qu'il y avait possibilité de désamorcer finalement cette crise aussi, peut-être en changeant de braquet, si vous me permettez l'allégorie sportive? Non, clairement non. La situation budgétaire de la France, elle est trop compliquée, elle est trop alarmante en fait pour pouvoir revenir d'un coup d'un seul sur cette réforme-là. La situation au niveau des retraites amène déjà un déséquilibre en fait dans le budget important. Et si on l'avait supprimé, il y aurait eu des coûts énormes directement en fait du jour au lendemain. Donc non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce qu'a proposé le Premier ministre en fait, c'est de revenir dessus pour des ajustements, pour retravailler en fait avec les partenaires sociaux. Une forme de renégociation voilà, finalement. On peut retravailler dessus. Aujourd'hui, Horizon n'est pas fermé du tout à retravailler dessus. Par contre, dire on l'abandonne, on revient dessus, non, c'est pas possible. Avec aussi une autre proposition faite par le Premier ministre, le retour de la proportionnelle. Alors c'est quelque chose qui est demandé par plusieurs formations politiques, on pense au Rassemblement national. Là aussi c'est une bonne idée, on n'est pas dans le budget mais on est dans le fonctionnement là. C'est une bonne idée selon vous, ou ça risque encore un petit peu plus de morceler la vie politique et peut-être de rajouter un peu de difficulté à gérer cette assemblée qui est compliquée en ce moment? C'est ça, je pense qu'il faut être partagé. Pendant longtemps, la proportionnelle me paraissait aussi être quelque chose de bien pour amener de la diversité. Évidemment, ça amènerait de la diversité. Et encore, il faudrait voir les règles. Derrière ce qu'on met à la proportionnelle, il y a plein de sortes de proportionnelles, les seuils pour y accéder, etc. Mais en théorie, dans l'idée, ça amènerait plus de diversité dans l'Assemblée nationale. Ce qui permettrait aussi à de plus petits partis, y compris des partis régionalistes, d'accéder peut-être à l'Assemblée. Donc ça permettrait d'amener de nouvelles voix. Maintenant, il y a d'autres biais qui peuvent être amenés aussi par la proportionnelle. C'est pour ça que nous, à Horizon, on est un petit peu critique aussi sur la proportionnelle. On est un petit peu, pas fermé non plus, mais il faut prendre des précautions parce que ça pourrait vouloir dire avoir des élus qui sont complètement déconnectés de leur territoire aussi. Aujourd'hui, on est dans une certaine forme de recentralisation des pouvoirs autour de la capitale parisienne. Et on
on n'est pas à l'abri que les candidats soient choisis, pilotés encore plus par Paris, finalement, et soient plus ancrés dans les territoires. Donc nous, on est quand même très attachés aux faits majoritaires et puis aussi à l'ancrage des élus sur le territoire. Si on devait passer à une proportionnelle, en tout cas, il faudrait voir pour faire des aménagements, pour conserver peut-être un mandat local et pour qu'il y ait vraiment un peu de substance en fait derrière le mandat. Là aussi, le cumul des mandats, c'est pas un gros mot. On peut imaginer, François Bayrou en a parlé, on peut imaginer demain le retour des députés maires, par exemple. Alors, moi, j'y suis favorable à partir du moment où il n'y a pas un certain nombre de dérives derrière. C'est vrai que, alors, on parle des cumuls de mandats exécutifs. Des fois, certains élus cumulent des mandats non exécutifs sur 4 ou 5 collectivités ou des associations, etc. Bon, là, on se demande comment ils arrivent à le faire. Maintenant, s'ils arrivent à le faire en s'organisant bien, etc., moi, je pense qu'il faut aussi s'attacher au bilan de mandat de ces élus-là. Une forme d'obligation de bilan, finalement. Voilà. Maintenant, si c'est juste pour empiler les mandats, etc., non, là, c'est pas satisfaisant. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'éloignement des politiques, en tout cas ceux qui sont à Paris, qui exercent à Paris, des territoires. On parle beaucoup des territoires aujourd'hui. D'abord, ça nous ramène aux restrictions budgétaires. On a entendu les départements qui sonnent l'alerte en disant attention, on a du mal à boucler nos budgets. Ça a été le cas du département de Loire-Atlantique d'ailleurs et du département d'Ille-et-Vilaine et plus proche de nous des Côtes-d'Armor. Est-ce qu'il y a une forme de déconnexion de Paris qui ne comprend pas aujourd'hui que finalement on demande de plus en plus de missions aux territoires, aux collectivités territoriales, sans pour autant leur donner les moyens de les exercer? Ce qui est sûr, c'est que on a eu une période où les collectivités arrivaient à dépasser un peu leurs compétences obligatoires. Je suis convaincu qu'il faut le faire encore dans certaines situations, notamment au niveau de la région, au niveau de la ville aussi, parce que le maire est le premier relais en fait de la population, et quand il y a des besoins au niveau de la santé, du logement, des choses comme ça, même si c'est pas sa compétence, il doit les porter, il doit défendre les sujets. Quand il y a un problème, on va voir le maire en règle générale. C'est ça. Donc au niveau de la ville, de la région, pour moi, il y a une certaine sorte de relais et de dépassement des compétences qui doit se faire. Maintenant, sur d'autres collectivités, peut-être qu'il faut aussi se recentrer sur ses compétences propres et arriver à voir où est-ce qu'on peut améliorer. Moi, je suis convaincu que avec une autre forme d'organisation de l'État français, et puis avec une simplification du millefeuille administratif, on arriverait à faire des économies, évidemment, sur l'ensemble en fait du schéma. Alors François Bayrou, là encore, l'a promis, cette simplification administrative à tous les niveaux, hein, en tout cas. Est-ce qu'on peut imaginer une simplification administrative aussi au niveau de l'État? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas finalement toujours qui gère quoi, qui fait quoi. On pense aux nombreuses agences. Alors là encore, François Bayrou veut les supprimer, ou en tout cas en supprimer une majeure partie avec une petite facétie, créer une agence pour supprimer des agences. Bon, alors ça il faudra qu'il nous explique comment il va faire. Mais néanmoins, est-ce que ça part d'une bonne intention de vouloir supprimer des agences, de vouloir simplifier finalement la vie administrative pour tout un chacun? Ça part d'une bonne intention. Encore une fois, là, on est dans les dérives quand on en fait un petit peu trop, etc. Les élus ont leur rôle pour donner les décisions, etc. C'est eux les décisionnaires. Maintenant, il faut peut-être pas supprimer toutes les agences, vérifier lesquelles sont utiles, lesquelles sont un petit peu accessoires, et puis faire le tri dedans. Là aussi, aller à l'efficacité. Oui, mais sans trop. Enfin, voilà, il faut assainir le budget, il faut prendre des décisions courageuses, mais il faut pas aller dans la caricature non plus et tout supprimer d'un coup d'un seul.
Avec là aussi une demande des Françaises, des Français, des Bretons, des Bretonnes en matière de santé en particulier. On voit aujourd'hui la santé souffre, il y a des difficultés à recruter, il n'y a pas forcément les moyens en face. Est-ce qu'il faut un grand plan santé en France aujourd'hui? Est-ce qu'il faut quelque part sanctuariser une partie du budget sur la santé pour permettre à tout un chacun là aussi de pouvoir se soigner correctement, y compris dans les zones urbaines prioritaires ou dans nos campagnes? Oui, il y a deux choses. On le constate tous quand on a tous dans notre entourage des gens qui ont des difficultés à trouver des médecins et les choses ne vont pas forcément en s'améliorant. Il y a eu une limitation du nombre de médecins formés pendant des années et aujourd'hui on en paye un peu les conséquences, même si cette décision, le numerus clausus, on est revenu dessus. Mais il faut du temps pour former des médecins. Donc voilà, on est dans cette situation intermédiaire. Situation intermédiaire avec un vieillissement de la population, donc aussi de la demande plus forte en consultation mathématiquement. On a aussi une liberté des médecins de s'installer là où ils le souhaitent, en fait, en France. Ce qui fait que des fois, il y a des concentrations à des endroits et qu'il y a des déserts médicaux à d'autres endroits là où il y aurait des besoins. Et les pouvoirs publics n'ont pas les moyens aujourd'hui, en tout cas législatifs, de contraindre un médecin à venir s'installer à un endroit. Donc aussi, il faut faire évoluer la loi, peut-être. Donc il ne reste en fait que les collectivités qui essayent de faire tout ce qu'elles peuvent pour convaincre des médecins de venir s'installer sur leur territoire. Et malgré les essais, on a eu des maisons de santé pour la médecine libérale qui ne fonctionnent pas toujours en fait quand les médecins décident de partir. On a eu des centres de santé, des expérimentations avec des médecins qui sont salariés par la collectivité. Mais là encore, on peut voir même à Saint-Brieuc avec des gros moyens, il peut y avoir des médecins, c'est compliqué de les tenir puisqu'on a déjà un départ. On a déjà un départ qu'il faudra recompléter sur Saint-Brieuc. Et donc, on voit que même avec tout ça, même tous les moyens qui sont mis, c'est compliqué. Et ça amène à une certaine, peut-être, forme de concurrence qui se met en place entre les collectivités. Et donc, il faut arriver à convaincre, savoir pourquoi les médecins partent ailleurs, etc. Mais même si sur une ville ou sur une agglomération, on arrive à compenser et avoir un certain nombre de médecins au global qui est satisfaisant, ça veut dire que peut-être l'agglomération d'à côté est en déficit. Donc quand on dézoome un petit peu, il y a toujours un problème de médecins. Donc il faut s'y pencher assez urgemment et peut-être avec des décisions législatives supplémentaires. Voilà, j'allais vous poser la question de la loi, obliger en quelque sorte les médecins à avoir une meilleure répartition sur le territoire. Et il y a aussi une attente sociale aujourd'hui, on en parle beaucoup sur cette antenne, de l'attente sociale, on l'a vu, il y a une demande sociale, il y a aussi un contexte économique difficile, on voit des entreprises qui ferment ou qui ferment des sites, c'est le cas ici en Bretagne en particulier. Est-ce qu'il va falloir à la fois faire des économies et répondre à l'attente sociale, répondre aussi au monde économique? Ah oui, il faut entretenir le dialogue avec tous les partenaires, c'est clair, oui. Donc, attente sociale, le dialogue avec les partenaires. Alors, sur évidemment les retraites, on aura compris. Le chantier est ouvert. Le chantier est ouvert, mais il y a aussi tout ce qui relève finalement des salariés, de l'aide. On le voit aujourd'hui, il y a quelque chose qui passe pas, par exemple aussi au niveau de ceux qui n'ont pas malheureusement de travail, les ASS, et cette demande qui a été faite de ces fameuses 15 heures données, on pourrait le dire comme ça, à la collectivité. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est quelque chose qui est voué à l'échec, selon vous? Mais en tout cas, il y a des mesures qui sont prises, notamment sur la fonction publique. Il y a là, le Premier ministre est revenu sur la suppression des 4000 fonctionnaires dans l'éducation nationale, etc. Mais il y avait des avancées aussi qui étaient actées au niveau social et qui sont bloquées par cette instabilité. On y revient, cette instabilité et ces motions de censure successives. En tout cas, j'espère qu'il n'y en aura eu qu'une à passer. Mais voilà, il y a des dossiers sur ces sujets-là qui sont bloqués actuellement. Ouais. Avec aussi un focal sur le président de la République, on entend certaines formations politiques qui demandent la démission, ou en tout cas le départ d'Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de concevable ?
Je pense que c'est toujours dans l'ADN d'un adversaire politique de demander le départ de celui qui est en poste. Maintenant, il faut avoir conscience aussi du rôle du président de la République. Il n'est pas là non plus pour diriger l'État au niveau parlementaire, au niveau législatif, etc. Il a un certain rôle de représentation et de stabilité de la nation qui doit assumer. Là, il a créé l'instabilité. Pour le coup, il a reconnu à demi-mot lui-même. Oui, il a fait des erreurs. Il en paye les conséquences aujourd'hui. Maintenant, je pense que il faut construire d'autres choses à côté, mais miser sur une démission du président de la République, en tout cas, moi, j'y crois pas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Son bilan, il le fera, et les électeurs l'acteront. Voilà, nous, en tout cas, Horizon, on se prépare. On a déjà une campagne présidentielle qui va démarrer, là, qui est quasiment en cours. C'est déclaré très tôt, finalement. Oui, on a un congrès donc le 26 janvier à Bordeaux avec Édouard Philippe. On se structure. La structuration au niveau du département, elle est bonne. On a Karine Cuguin qui est la déléguée départementale au niveau du 22. Il y a une équipe solide avec Thierry Simelière, Guy Récamon qui est le responsable des jeunes aussi. On se structure, on sera présent sur le terrain et en tout cas, nous, 2027, c'est clair qu'on y pense. Alors 2027, il y aura une petite, même une grosse échéance avant. Ce sont les municipales de 2026. J'imagine que là aussi, Horizon se prépare à l'échelle locale. Puis si on a compris aussi la stratégie d'Édouard Philippe, c'est vraiment d'être très présent sur le terrain. En tout cas, ces équipes très présentes sur le terrain. Oui, c'est peut-être ce qu'il a manqué aux dernières municipales, un petit peu plus d'ancrage local, de relais. Et Édouard Philippe l'a bien compris. Et c'est pour ça que nous, l'objectif... Il est solide, cet objectif, c'est d'obtenir le maximum d'élus municipaux en 2026 pour aussi faire préparer un petit peu le terreau et faire le relais de la politique d'Édouard Philippe pour la suite, en fait. Voilà, là encore pour 2027. Et est-ce que, et ce sera ma dernière question, il nous reste une poignée de secondes, est-ce que Édouard Philippe pourrait... apporter l'apaisement, jouer la carte de la différence par rapport aux précédentes époques politiques, tout parti confondu? Je pense qu'il a la stature d'un homme d'État et il a aussi cette ouverture où il dit on n'est pas d'accord sur des sujets, mais je suis prêt à travailler avec vous. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Je suis dans cette logique-là également, de rassemblement, de pouvoir travailler avec des gens sur lesquels on n'est pas complètement d'accord sur 100% des sujets. Mais ce qui m'intéresse, c'est les sujets où on peut se rassembler, discuter, débattre, trancher et agir, être dans le résultat, en fait. Et c'est pour ça que je suis particulièrement convaincu de l'intérêt des partis politiques. Je pense que les choses doivent se faire autour des partis. Les adhérents viennent se former, viennent s'intéresser à des sujets, viennent se forger une idée, en fait. Et la structuration au niveau des partis pour les municipales est très importante. Voilà, et puis se réapproprier le dialogue, finalement, essayer de faire en sorte que on n'ait plus cette France fracturée. C'est ça aussi, les municipales, c'est aussi le moment peut-être de retrouver le terrain. C'est ça, de dire à l'autre, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on en parle. Voilà, toujours le dialogue, toujours et encore. Voilà, on va suivre l'évolution de cette motion de censure, peut-être possible cet après-midi. En tout cas, elle sera discutée à l'Assemblée nationale. Et puis, on a compris que ça y est, voilà, la campagne avait démarré, y compris pour Horizon. Joannick Martin, délégué municipal du parti Horizon à Saint-Brieuc, était avec nous ce matin pour commenter l'actualité politique. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Belle journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.